Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller plus fatigué que lorsque vous vous êtes endormi? Ou bien vous faites des rêves inquiétants qui sortent de nulle part et laissent une trace d'épuisement émotionnel? Et si je disais que ce n'est pas l'œuvre du hasard, mais quelque chose que les textes anciens des traditions gnostiques identifiaient déjà comme le moment où notre conscience est la plus exposée? Pendant le sommeil, quelque chose de curieux se produit, la notion de qui nous sommes se dissout, notre mémoire devient fragile et nos défenses psychologiques disparaissent tout simplement. Les premiers écrits gnostiques révèlent que Jésus n'a pas seulement enseigné l'évasion spirituelle par la prière. Il a proposé des techniques spécifiques pour rendre la conscience indéchiffrable pendant notre sommeil. Il ne s'agissait pas de confort ou de symbolisme, mais d'une stratégie visant à interrompre les signaux. La méthode impliquait une position exacte du corps, capable de créer ce que ces textes appelaient une ambiguïté d'orientation. En pratique, cela rendait le dormeur invisible aux forces qui analysent les schémas de la conscience. Les positions de sommeil les plus courantes nous rendent en réalité plus vulnérables et vulnérables. Ce que vous apprendrez n'est pas une théorie mystique, mais une méthode pratique pour protéger votre esprit pendant les heures les plus dangereuses de la nuit. Vos habitudes de sommeil actuelles pourraient jouer contre vous. Maintenant que nous comprenons comment nous sommes exposés pendant le sommeil, nous devons comprendre ce qui nous menace exactement dans cet état fragile. Les textes gnostiques mentionnent des entités appelées archontes. Mais avant d'imaginer des démons avec des tridents, il est important de clarifier ce qu'ils sont réellement. Les archontes ne sont pas des êtres surnaturels cachés dans des dimensions obscures. Ce sont des forces qui lisent des modèles et se connectent à la conscience humaine à travers des structures prévisibles dans notre propre perception. Imaginez-les comme des systèmes de numérisation avancés capables de déchiffrer l'orientation de votre conscience. Ils ne vous envahissent pas de l'extérieur, ils lisent ce qui est déjà là, comme un lecteur de code-barre identifie les lignes d'un produit. Les anciens gnostiques ont découvert quelque chose de profond, ces entités ne peuvent accéder qu'à ce qui se présente selon des schémas reconnaissables. Voici le détail fascinant, les archontes ne lisent pas le corps physique. Ils ne déchiffrent pas le matériel. Ce qu'ils lisent sont des conseils. La façon dont votre conscience s'ancre à la gravité, à la symétrie, aux habitudes, à la mémoire musculaire et à la perception de soi. Pendant que nous sommes éveillés, nous déplaçons constamment ces points de référence, nous bougeons, nous pensons, nous réagissons à l'environnement. Mais pendant le sommeil, la plupart des gens maintiennent sans le savoir ces mêmes points de référence, créant ainsi un signal stable et facile à suivre. Considérez votre conscience comme un appareil GPS. Pour localiser quelqu'un, le GPS a besoin de points de référence fixes, satellites, antennes relais, coordonnées connues. Votre conscience fonctionne de la même manière. Il se guide à travers des références internes, la notion de haut et de bas, la position habituelle du corps, les schémas de pensée récurrents, l'état émotionnel prédominant. Lorsque nous dormons, l'esprit conscient se retire, mais ces cadres de référence restent souvent verrouillés dans leurs paramètres par défaut. Le sommeil devient donc le principal point d'accès de ces forces. Ce n'est pas que vos barrières psychologiques soient faibles, elles se dissolvent simplement, tandis que vos systèmes de guidage restent actifs et lisibles. Vous transmettez le modèle de votre conscience sur un canal ouvert, sans interférence. L'influence des archontes pendant le sommeil s'opère à travers 5 méthodes principales. Lorsque vous les connaîtrez, vous vous rendrez probablement compte que vous avez déjà vécu chacun d'eux. La première est la manipulation des rêves. Nous ne parlons pas de rêves aléatoires et étranges, mais de rêves récurrents, avec des thèmes étrangement similaires, qui semblent sortir de nulle part. Avez-vous déjà fait ce rêve dans lequel vous êtes poursuivi mais vous ne pouvez jamais voir qui vous poursuit? Ou vous retrouvez dans un endroit familier, mais déformé d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Ce ne sont pas seulement des projections de votre subconscient traitant les événements de la journée. Ce sont des expériences structurées pour maintenir votre conscience coincée dans des schémas spécifiques de peur et de confusion. La deuxième méthode est l'injection d'images émotionnelles. Vous vous réveillez épuisé après des rêves qui ne semblent avoir aucune fonction psychologique. Le contenu peut être bizarre, mais le résidu émotionnel est toujours le même, anxiété, tristesse, un vague sentiment de terreur. Ces rêves ne résolvent rien et ne vous aident pas à traiter les expériences. Ils sont purement extractifs, vous laissant vide. Le troisième est le symbolisme de la peur. Faites attention aux symboles qui apparaissent dans vos rêves les plus troublants, tomber, rester coincé, perdre le contrôle, être observé par des yeux invisibles, se voir nu dans des situations publiques. Il ne s'agit pas de peurs universelles de l'humanité, mais de perturbateurs spécifiques de l'orientation. Chaque symbole est conçu pour déclencher un type particulier de positionnement de conscience, le rendant ainsi plus lisible.
La quatrième méthode pourrait vous surprendre, l'implantation de souhaits. Des rêves remplis d'images sexuelles qui ne reflètent pas vos valeurs conscientes ou de scènes violentes dans lesquelles vous êtes l'agresseur. Vous vous réveillez confus, car dans le rêve, vous avez agi d'une manière que vous ne considéreriez jamais éveillée. Il ne s'agit pas de désirs refoulés qui font surface, mais de modèles externes testés dans votre conscience pour observer comment elle réagit et s'adapte. La cinquième et la plus subtile est la fausse direction spirituelle. Ce sont les rêves qui semblent profonds et significatifs. Vous recevez des conseils de personnalités sages, expérimentez de belles images spirituelles ou avez des idées qui semblent élever votre conscience. Mais voici le test, ces conseils conduisent-ils à plus de liberté et de clarté? Ou créez-vous de nouvelles dépendances, de nouveaux rituels spirituels qui maintiennent votre conscience coincée dans des schémas prévisibles? Je me souviens d'un ami qui vivait cela souvent. Elle rêvait de maîtres spirituels qui lui donnaient des pratiques de méditation élaborées, des instructions diététiques détaillées et des rituels complexes à accomplir. À son réveil, elle se sentait bénie, choisie. Mais après des mois à suivre ses conseils oniriques, elle a réalisé qu'elle était plus anxieuse, plus dépendante de la validation externe et plus piégée que jamais dans les performances spirituelles. Les conseils ne l'ont pas libérée, ils ont créé des modèles de conseils plus sophistiqués que les archontes ont pu déchiffrer. Voici la découverte cruciale des anciens gnostiques, les archontes lisent les conseils comme nous lisons les textes. Lorsque leur conscience maintient des points de référence familiers, cela devient comme un livre écrit dans une langue qu'ils comprennent parfaitement. La façon dont vous vous positionnez par rapport à la gravité pendant le sommeil, les schémas symétriques que votre corps adopte naturellement, les boucles de pensée qui continuent de fonctionner même inconsciemment, tout cela crée un signal stable. La plupart des gens dorment dans la même position chaque nuit, dans le même lit, face à la même direction. Votre conscience s'accommode dans la même relation gravitationnelle, dans les mêmes références spatiales. Même le corps du rêve se déplace dans l'espace du rêve en utilisant les mêmes schémas kinesthésiques que le corps physique. Cette cohérence rend la personne incroyablement facile à suivre et à influencer. Mais voici ce qui change, par des influences extérieures pendant le sommeil. Ce n'est pas seulement une question de vulnérabilité psychologique, c'est une vulnérabilité structurelle de la conscience elle-même. Ce qui rend ces trois positions si problématiques, c'est qu'elles préservent ce que les gnostiques appelaient l'axe de l'identité. Cet axe est une ligne invisible qui relie votre corps physique à votre corps de rêve, maintenant une relation stable entre les deux. Lorsque vous dormez sur le dos, recroquevillé en position fétale ou rigidement sur le côté, cet axe reste aligné, tel un fil conducteur qui transmet continuellement votre essence. C'est comme si vous laissiez un fil d'Ariane dans l'obscurité et toute entité qui sait comment suivre cette trace peut non seulement vous observer, mais également interagir avec votre conscience de manière subtile ou profonde. Mais voici le détail crucial, cet axe n'est pas fixe. Il se forme à partir de la répétition. Votre corps et votre esprit s'habituent à une certaine orientation et, avec le temps, cette orientation devient un modèle gravé dans votre architecture énergétique. C'est pourquoi changer de position de temps en temps ne suffit pas. Une nuit passée sur le ventre après des années sur le dos peut même perturber temporairement le signal, mais si vous revenez à l'ancien schéma, l'axe se rétablit. Une véritable perturbation nécessite une déstabilisation systématique non seulement du corps, mais aussi de la perception de soi. Des textes anciens décrivent des techniques pour briser le miroir de l'identité, et l'une des plus simples consiste à manipuler sa position de sommeil. Il ne s'agit pas d'adopter une nouvelle posture figée, mais d'introduire des variations qui empêchent la formation d'un motif reconnaissable. Par exemple, dormir avec le corps légèrement incliné, alterner les côtés de manière imprévisible, ou encore changer la direction de la tête par rapport au nord magnétique. Ces petits changements créent ce que les gnostiques appellent le bruit d'orientation, un signal qui oscille trop pour être lu avec précision. Mais il y a un niveau encore plus profond à cela. La position de sommeil affecte non seulement la clarté du signal, mais également la nature de l'expérience du rêve. Lorsque vous dormez de manière à préserver votre axe identitaire, vos rêves ont tendance à être linéaires, narratifs et chargés d'émotions familières. Ce sont des rêves qui semblent, les vôtres, car ils reflètent des schémas mentaux que vous connaissez déjà. Lorsque l'axe est déstabilisé, les rêves deviennent fragmentés, abstraits, parfois même incompréhensibles. Vous pouvez vous réveiller avec le sentiment d'avoir vécu quelque chose d'intense, mais sans pouvoir vous souvenir d'une seule image claire. Ce n'est pas un défaut de mémoire, c'est le signe que votre conscience a échappé, ne serait-ce que pour un instant, à la grille de lecture externe. La science conventionnelle n'a toujours pas d'explication à ce phénomène, mais les enregistrements des laboratoires du sommeil montrent quelque chose de révélateur, les personnes qui dorment dans différentes positions ont des schémas d'ondes cérébrales plus chaotiques pendant la phase REM.
Ce n'est pas un chaos désorganisé, c'est un chaos fonctionnel, comme le bruit blanc qui masque une transmission radio. Ce type d'activité neuronale ne suit pas les règles de la cognition normale, c'est précisément pourquoi elle devient illisible pour les systèmes qui s'appuient sur des schémas prévisibles. Ce que les archontes ou toute force agissant grâce à la lecture de modèles craignent le plus, ce n'est pas l'obscurité, mais l'imprévisibilité. Ils ne peuvent pas traiter ce qui ne rentre pas dans leur structure de reconnaissance. C'est comme essayer d'écouter une station de radio qui change de fréquence toutes les secondes. Vous pouvez capturer des fragments, mais jamais le message complet. Et c'est exactement ce que vous voulez atteindre, un état dans lequel votre conscience n'est pas une station fixe, mais un signal en mouvement constant. Mais il y a ici un paradoxe. Plus vous essayez consciemment d'éviter un modèle, plus vous risquez d'en créer un autre. L'esprit humain est une machine à reconnaître les formes, et si vous commencez à varier systématiquement vos positions de sommeil, par exemple, en alternant entre l'arrière, la gauche et la droite certaines nuits, vous ne faites que remplacer un modèle par un autre. La vraie clé est le hasard organique. Il ne s'agit pas de suivre une règle, mais de permettre au corps de trouver son propre rythme de désorganisation. Les gnostiques ont développé des exercices pour entraîner cette capacité. L'une d'elles consiste à s'allonger sur le lit, avant de s'endormir, à tourner lentement son corps selon de petites variations d'angle, comme si l'on cherchait une position qui n'existe pas. Le but n'est pas de trouver du réconfort, mais de créer un sentiment de dépaysement maîtrisé. Une autre technique consiste à dormir dans des environnements aux références spatiales instables comme un hamac oscillant ou un matelas incliné afin que le cerveau ne puisse pas s'ancrer dans une orientation fixe. Ce que révèlent ces pratiques, c'est que la vulnérabilité de la conscience pendant le sommeil n'est pas qu'elle soit accessible, mais qu'elle soit prévisible. La prévisibilité est ce qui permet la lecture, l'influence et, finalement, le contrôle. Lorsque vous brisez cette prévisibilité, vous ne vous cachez pas, vous devenez incompatible avec le système qui tente de vous décoder. C'est comme si vous arrêtiez d'être un livre écrit dans une langue connue et deveniez un code qui change à chaque page. Et voici la partie la plus fascinante, cette incompatibilité ne se limite pas au sommeil. Elle commence à s'éveiller. Les personnes qui pratiquent ces techniques pendant de longues périodes rapportent une sensation de légèreté, comme si une pression invisible avait été soulagée. Ils décrivent des rêves plus fluides, moins chargés d'émotions répétitives, et une plus grande capacité à lâcher prise sur les schémas mentaux au cours de la journée. Ce n'est pas que les archontes ou d'autres forces cessent d'exister, c'est qu'ils perdent leur point d'entrée. Cela nous amène à une question fondamentale, si la position de sommeil peut déterminer la lisibilité de la conscience, qu'est-ce qui, dans notre vie quotidienne, fonctionne comme un émetteur involontaire? La façon dont nous marchons, la façon dont nous nous asseyons, la façon dont nous respirons, tout cela crée des modèles qui peuvent être lus, amplifiés ou manipulés. Le sommeil n'en est que l'exemple le plus évident, car c'est le moment où la conscience est la plus exposée. Mais la logique est la même. La répétition génère une traçabilité. La variation génère l'invisibilité. La prochaine étape consiste à comprendre comment appliquer ces principes non seulement à la nuit, mais à tous les aspects de l'expérience. Car après tout, la bataille pour l'autonomie de la conscience ne se livre pas seulement dans les rêves. Il est enfermé dans chaque geste, chaque habitude, chaque schéma que nous répétons sans poser de questions. Et la première étape pour commencer à démanteler ces schémas est précisément là où ils sont les plus forts, dans le calme du sommeil, lorsque nous pensons être le plus en sécurité. Position et découvert quelque chose de surprenant, ceux qui dormaient dans des postures asymétriques présentaient une réduction significative des rêves récurrents au contenu négatif. Il ne s'agissait pas seulement d'une diminution de la fréquence de ces rêves, mais d'un changement dans leur nature même. Les schémas de rêve sont devenus plus fluides, moins prévisibles, comme si l'esprit était moins sensible aux influences extérieures qui cherchaient à se répéter. Ce qui se passe au niveau neurologique est encore plus révélateur. Lorsque le corps adopte une position asymétrique, le cerveau est contraint de réorganiser constamment sa perception spatiale. Cela ne génère pas de confusion, comme on pourrait l'imaginer, mais plutôt une sorte de déconditionnement des circuits neuronaux qui fonctionnent normalement selon des schémas prévisibles. L'absence de symétrie empêche le système nerveux d'établir une base de référence stable, ce qui rend difficile la lecture de l'activité cérébrale de l'extérieur. C'est comme si la conscience, au lieu d'émettre un signal clair et répétitif, commençait à générer un flux d'informations en constante évolution, quelque chose qui ne peut pas être facilement décodé ou manipulé. Les textes coptes conservés à Nag Hammadi décrivent cet état comme la dissolution de la forme fixe. Il ne s'agit pas d'une métaphore abstraite, mais d'une description technique de la manière dont l'asymétrie corporelle affecte l'organisation de l'esprit pendant le sommeil.
Lorsque Jésus a demandé à ses disciples de « faire des deux un et de l'un aucun », il ne parlait pas d'une union mystique entre les opposés, mais d'une technique concrète pour éliminer la dualité géométrique qui rend la conscience traçable. La position, ni l'un ni l'autre, n'est pas une position physique arbitraire, c'est une méthode permettant de créer ce que les chercheurs modernes appelleraient un « bruit blanc neurologique », un modèle d'activité cérébrale qui, bien que cohérent en interne, semble aléatoire à tout observateur extérieur. L'un des effets les plus profonds de cette technique est le changement dans la façon dont le cerveau traite les souvenirs pendant le sommeil. Dans des positions symétriques, l'hippocampe, la région responsable de la consolidation des souvenirs, fonctionne selon des cycles prévisibles, renforçant les schémas de pensée et de comportement. Dans des positions asymétriques, ces cycles deviennent moins rigides, permettant à l'esprit de réorganiser les informations plus librement. Ceci explique pourquoi les personnes qui adoptent cette posture rapportent des rêves plus créatifs et moins répétitifs. Ce n'est pas que les rêves soient plus « vifs » au sens traditionnel du terme, ils deviennent plus autonomes, moins soumis aux influences extérieures qui cherchent à les façonner. Il y a aussi un aspect peu discuté mais crucial, la relation entre la symétrie corporelle et l'activité du système nerveux autonome. Lorsque le corps n'est pas aligné, les systèmes sympathiques et parasympathiques respectivement responsables de la vigilance et de la relaxation ne fonctionnent plus en parfaite synchronisation. Cela ne génère pas de déséquilibre, mais plutôt une plus grande flexibilité dans la réponse du corps aux stimuli. Concrètement, cela signifie que le sommeil devient moins vulnérable aux perturbations extérieures, qu'elles soient physiques ou énergétiques. C'est comme si le corps, en perdant sa symétrie, perdait aussi sa rigidité, devenant plus adaptable et moins prévisible. Les manuscrits gnostiques mentionnent que cette technique n'était enseignée qu'aux disciples les plus proches, non pas parce qu'elle était secrète au sens mystique, mais parce qu'elle exigeait une compréhension pratique qui ne pouvait être transmise superficiellement. Ce n'était pas une croyance, mais une connaissance applicable, qui dépendait de l'expérimentation et de l'observation. Jésus ne proposait pas une doctrine, mais un outil, un moyen de protéger la conscience dans son état le plus vulnérable. Et le plus fascinant est que, des siècles plus tard, la science moderne a commencé à redécouvrir les mêmes principes, sans toutefois en comprendre pleinement le but initial. Ce qui rend cette technique véritablement révolutionnaire, c'est sa simplicité. Cela ne nécessite aucun rituel, équipement ou année de pratique. Il suffit de changer la façon dont vous vous positionnez lorsque vous dormez. Mais cette simplicité cache une profondeur qui va au-delà du sommeil. Lorsque vous brisez la symétrie du corps, vous brisez en réalité un modèle de conscience qui s'étend tout au long de votre vie. Les mêmes mécanismes qui permettent de suivre votre esprit pendant le sommeil opèrent également dans vos habitudes quotidiennes, dans vos réactions automatiques, dans vos décisions inconscientes. En maîtrisant cette technique, vous ne protégez pas seulement vos nuits, c'est entraîner votre esprit à reconnaître et à démanteler les modèles dans tous les aspects de l'expérience. Et voici le point crucial, il ne s'agit pas d'une pratique isolée. C'est la première étape d'un processus plus vaste de reconfiguration de la conscience. Lorsque vous apprenez à rendre votre esprit illisible, pendant votre sommeil, vous développez en réalité une compétence que vous pouvez appliquer à tout moment. L'asymétrie n'est pas seulement une position physique, c'est un principe qui peut être étendu aux pensées, aux émotions et aux comportements. Ce qui commence comme une technique de sommeil se transforme en une façon de vivre ou une façon d'exister dans le monde sans être constamment façonné par des forces extérieures. Les textes anciens parlent non seulement de protection, mais aussi de liberté. Et cette liberté commence lorsque l'on réalise que même les schémas corporels les plus élémentaires comme la symétrie sont en réalité des formes de contrôle. Les briser n'est pas un acte de rébellion, mais de connaissance de soi. Il s'agit de comprendre que la conscience n'a pas besoin d'être prévisible pour être cohérente, ni symétrique pour être fonctionnelle. Et surtout, il s'agit de reconnaître que la véritable autonomie ne vient pas du fait de résister aux influences extérieures, mais du fait de devenir invisible à leurs yeux. Un système d'une manière que la plupart des gens n'imaginent même pas. Chaque variation du rythme respiratoire envoie des signaux différents au tronc cérébral, qui, à son tour, module l'activité du système nerveux autonome. Dans des positions symétriques, une respiration prévisible renforce un schéma d'activation neuronale qui facilite la synchronisation entre les différentes régions du cerveau. Mais lorsque l'on brise cette symétrie, quelque chose de surprenant se produit, le système nerveux parasympathique, responsable de la relaxation et de la récupération, commence à fonctionner de manière moins linéaire, presque comme s'il dansait entre les états d'activation et de désactivation. Cette irrégularité n'est pas un défaut, mais une stratégie. Cela empêche les schémas d'influence externe de trouver un point d'ancrage stable dans votre conscience.
Imaginez une onde radio essayant de se syntoniser sur une fréquence spécifique, si le signal oscille constamment, la transmission devient presque impossible à intercepter. Le même principe s'applique ici. La variabilité respiratoire générée par l'asymétrie corporelle crée un bruit neuronal qui masque les signaux les plus subtils de l'esprit, le rendant moins lisible pour les forces qui s'appuient sur des schémas prévisibles pour y accéder. Et ce n'est pas seulement la respiration qui joue ce rôle. La répartition inégale du poids corporel dans des positions asymétriques modifie la pression exercée sur les différents groupes musculaires et articulaires. Cela affecte directement les mécanorécepteurs des terminaisons nerveuses sensibles à la tension et au mouvement qui envoient une information constante au cerveau sur la position du corps. Dans une posture symétrique, ces signaux sont uniformes et répétitifs, renforçant une image stable du « soi » dans l'espace. Mais lorsque vous dormez avec une épaule plus haute que l'autre, ou avec les jambes sous des angles différents, les mécanorécepteurs transmettent des informations contradictoires. Le cerveau est alors obligé de traiter ces données de manière non linéaire, créant ainsi une représentation interne du corps qui ne suit pas les règles conventionnelles de la physique ou de l'anatomie. Cet état de corps ambigu a de profondes implications pour la protection de la conscience. Des études en neurosciences cognitives montrent que lorsque le cerveau ne peut pas cartographier avec précision la position du corps dans l'espace, l'activité du cortex pariétal postérieur, une région cruciale pour la conscience de soi et l'orientation spatiale, diminue considérablement. En termes pratiques, cela signifie que le sentiment de soi devient moins défini, moins ancré dans des coordonnées physiques fixes. C'est comme si la conscience cessait d'être un point fixe sur une carte et devenait un brouillard diffus, sans contour clair. Cette nébulosité n'est pas un état de confusion, mais de liberté. Lorsque la conscience de soi perd sa rigidité géométrique, elle perd également sa vulnérabilité aux influences extérieures dont le fonctionnement dépend de modèles stables. Pensez à la façon dont un virus informatique a besoin d'un système d'exploitation prévisible pour s'installer. Si le code du système change constamment, le virus ne peut pas trouver de point d'entrée. De même, les forces qui cherchent à accéder à la conscience ou à la manipuler pendant le sommeil s'appuient sur des schémas neuronaux cohérents. En introduisant une asymétrie, vous rendez en fait votre système d'exploitation mental moins compatible avec ces tentatives de piratage. Le plus fascinant est que cette technique ne nécessite aucun effort conscient pendant le sommeil. Une fois que le corps s'est habitué à l'asymétrie, ce qui prend généralement quelques semaines de pratique, le cerveau commence à intégrer cette irrégularité comme un nouveau modèle basal. Cela signifie que même si vous changez de position tout au long de la nuit, la tendance à la désorganisation géométrique persiste. Votre sommeil cesse d'être un cycle prévisible d'étapes et devient une séquence unique, presque comme une signature neuronale que vous seul possédez. Et voici un détail crucial, cette protection ne se limite pas à la période de sommeil. Les effets de l'asymétrie s'étendent jusqu'à la vie éveillée, créant une sorte d'immunité résiduelle. Les personnes qui pratiquent cette technique pendant de longues périodes rapportent un sentiment de plus grande autonomie dans leurs décisions, une moindre susceptibilité aux suggestions extérieures et même une réduction de l'intensité des souvenirs intrusifs ou des pensées obsessionnelles. Cela se produit parce que la rupture des habitudes pendant le sommeil affaiblit les voies neuronales qui renforcent la rigidité cognitive. En d'autres termes, vous entraînez votre cerveau à être moins prévisible, pas seulement pendant votre sommeil, mais à tout moment. Pour ceux qui débutent, le secret est la progression. N'essayez pas d'imposer une position radicale tout de suite. Commencez par de petites ruptures de symétrie, un oreiller plus haut d'un côté, un bras tendu tandis que l'autre est fléchi, ou encore une légère inclinaison du corps en position allongée. Remarquez comment ces changements affectent non seulement la qualité de votre sommeil, mais aussi la clarté de vos rêves et la sensation de repos dans laquelle vous vous réveillez. Au fil du temps, vous remarquerez que le corps recherche naturellement des positions plus asymétriques, comme s'il s'adaptait à un nouvel équilibre. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que cette pratique est en réalité un retour à un état de conscience plus primitif. Avant les lits modernes, les matelas orthopédiques et les recommandations médicales en matière de posture, les humains dormaient sur des surfaces inégales, dans des positions qui variaient constamment. La symétrie parfaite est une invention récente, produit de la domestication du corps pour répondre aux exigences d'une société qui valorise la standardisation. En réintroduisant la symétrie, vous ne protégez pas seulement votre esprit, vous retrouvez une liberté perdue au cours de siècles de conditionnement. Et cette liberté se manifeste de manière inattendue. Lorsque la conscience cesse d'être une cible fixe, elle devient également moins sensible aux projections extérieures, qu'elles soient de nature spirituelle, psychologique ou même technologique. Dans un monde où la surveillance et la manipulation mentale sont de plus en plus sophistiquées, la capacité de devenir invisible n'est pas seulement un avantage, c'est une nécessité.
L'asymétrie n'est pas une astuce, mais un langage que le corps et l'esprit comprennent instinctivement. Un langage qui, une fois maîtrisé, permet de naviguer dans les états de conscience sans laisser de traces. Éliminer les interférences qui déforment généralement ces processus. Le cerveau continue de fonctionner à pleine capacité, sans les bruits extérieurs qui s'infiltrent habituellement lors des états de vulnérabilité nocturne. Une autre préoccupation fréquente est l'idée que cette pratique puisse isoler une personne de véritables expériences spirituelles ou intuitives. En fait, c'est le contraire qui se produit. Lorsque vous supprimez les projections extérieures, ce qui reste est un contact plus pur avec votre propre essence. Les messages entrants sont filtrés par un système interne plus raffiné, capable de distinguer ce qui est authentique de ce qui n'est qu'une simple interférence. Imaginez une radio réglée sur une station avec beaucoup de sifflements, en éliminant le bruit, la musique devient claire, mais cela ne signifie pas que vous arrêtez d'écouter de la musique, vous commencez simplement à l'entendre telle qu'elle est réellement. Il y a aussi ceux qui se demandent si la fragmentation des rêves nuirait à la créativité. Encore une fois, la réalité est inverse. La créativité ne dépend pas de récits oniriques élaborés, mais de la capacité à établir des liens inattendus entre les idées. Lorsque le cerveau n'est pas occupé à construire des histoires linéaires destinées à une consommation externe, il fonctionne sur un mode associatif plus libre. De nombreux artistes, scientifiques et inventeurs rapportent que leurs meilleures idées surviennent dans des moments de désorientation contrôlée ou exactement l'état qu'induit la position d'accès brisée. Ce qui change, ce n'est pas la capacité créatrice, mais la qualité de la matière qui émerge. Au lieu d'idées répétitives ou influencées par les normes des autres, vous accédez à des idées plus originales, moins contaminées par des agendas externes. Un aspect fascinant de cette technique est la façon dont elle s'intègre naturellement au rythme circadien. Le corps humain n'a pas été conçu pour rester dans un seul état pendant de longues périodes, et la position asymétrique reflète cette sagesse biologique. Pendant la nuit, le cerveau alterne entre différentes phases d'activité, et la désorganisation sensorielle intentionnelle d'une posture brisée accompagne ce flux. Vous ne combattez pas les cycles naturels du sommeil, mais vous travaillez en harmonie avec eux. C'est comme surfer sur une vague au lieu d'essayer de nager à contre-courant. Au fil du temps, de nombreuses personnes découvrent que cette pratique s'étend au-delà de l'heure du coucher. La capacité de déstabiliser des schémas prévisibles commence à se manifester dans d'autres aspects de la vie. Vous remarquerez peut-être, par exemple, que certaines situations sociales qui vous rendaient anxieux perdent de leur pouvoir sur vous. Cela se produit parce que le cerveau, entraîné à ne pas se fixer sur des références stables pendant le sommeil, commence à appliquer cette flexibilité également à l'état de veille. La rigidité mentale, qui nous enferme souvent dans des comportements automatiques, cède la place à une adaptabilité plus fluide. Il est important de souligner qu'il ne s'agit pas d'une technique de contrôle, mais d'une technique de libération. Vous n'essayez pas de dominer votre esprit ou vos rêves, mais plutôt de supprimer les liens qui vous maintiennent liés aux normes extérieures. Le but n'est pas de créer un bouclier impénétrable, mais plutôt un espace où votre conscience peut opérer sans être constamment interceptée. Pensez-y comme à apprendre à respirer plus profondément, il ne s'agit pas de retenir l'air, mais de lui permettre de circuler librement, sans obstruction. Les bénéfices de cette pratique s'accumulent de façon exponentielle. Ce qui commence comme un simple changement de position pendant le sommeil évolue vers une transformation plus large dans la façon dont vous percevez et interagissez avec le monde. La clarté mentale qui en résulte n'est pas un état artificiel, mais le résultat naturel d'un système qui n'est plus constamment perturbé. Et le plus intéressant, c'est qu'une fois cette nouvelle norme établie, elle devient autonome. Le cerveau, habitué à fonctionner sans les interférences habituelles, commence automatiquement à résister aux tentatives d'invasion, comme un système immunitaire qui a appris à reconnaître et à neutraliser les menaces. Si vous décidez d'essayer cette approche, remarquez non seulement les changements dans vos rêves, mais aussi la façon dont votre vie quotidienne se transforme. Faites attention à la manière dont les décisions deviennent plus intuitives, à la manière dont les émotions se stabilisent et à la manière dont le sentiment d'autonomie se renforce. Ce sont des signes que le processus fonctionne, non pas parce que quelque chose de nouveau a été ajouté, mais parce que quelque chose qui a toujours été là, votre essence même, a finalement pu émerger sans entrave. La position n'est pas quelque chose que vous faites, mais quelque chose qui se produit lorsque vous cessez de résister au flux naturel du repos. Imaginez que votre corps est comme une rivière, lorsque vous essayez de contrôler chaque courbe de son cours, l'eau s'agite, crée des tourbillons et perd sa fluidité. Mais lorsqu'on lui permet simplement de suivre son chemin, le courant trouve tout seul son équilibre. Il en va de même pour le sommeil. Broken Axe pause n'est pas une pause à tenir, mais un état d'abandon, comme lorsque vous vous allongez sur l'herbe et, sans réfléchir,
trouvez une position qui semble avoir été sculptée pour vous. Il n'y a aucun effort, juste le sentiment que le corps, enfin libéré des attentes, s'adapte comme il le souhaite. Il est courant, les premiers jours, de se réveiller et de se rendre compte qu'on a bougé pendant la nuit. Ce n'est pas un échec, mais le signe que le processus fonctionne. Le corps humain n'est pas fait pour rester immobile, il s'ajuste instinctivement, cherchant un soulagement des tensions, une meilleure circulation, ou simplement parce que l'inconscient reconnaît que la raideur est une invitation à être traqué. Lorsque vous vous réveillez et remarquez que vos membres sont dans un angle différent de celui où vous vous êtes allongé, c'est parce que votre système nerveux autonome, cette partie de vous qui régule votre respiration, votre rythme cardiaque et vos mouvements involontaires, a pris le relais. Et c'est précisément cette autonomie qui déstabilise les schémas prévisibles que d'autres pourraient exploiter. Autre point important, ne pas confondre neutralité et indifférence. Il ne s'agit pas d'ignorer le sommeil ou de le traiter comme quelque chose de non pertinent, mais de l'aborder aussi naturellement que vous respirez. Vous n'avez pas besoin de croire en la technique pour que cela fonctionne, tout comme vous n'avez pas besoin de croire à la gravité pour tomber lorsque vous trébuchez. Le mécanisme fonctionne indépendamment de votre foi ou de votre scepticisme. Ce qui compte, c'est l'absence d'interférence, et non la présence d'une intention spécifique. Certaines personnes rapportent qu'après quelques semaines de pratique, elles commencent à remarquer des changements subtils dans la qualité de leurs rêves. Non pas qu'ils deviennent plus vivants ou plus dramatiques, mais plutôt plus cohérents. Au lieu de récits fragmentés ou d'émotions décousues, les rêves en viennent à refléter de véritables préoccupations, des souvenirs non traités ou même des idées qui semblent venir de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. C'est comme si l'esprit, libéré des bruits extérieurs, pouvait enfin entendre sa propre voix. Et cette clarté ne se limite pas au sommeil, elle se répercute sur la vie quotidienne, permettant de distinguer plus facilement ce qui est vraiment important et ce qui n'est qu'une distraction. Il y a aussi un aspect physique qui passe souvent inaperçu. Lorsque le corps s'installe sans effort dans des positions asymétriques, la respiration a tendance à s'approfondir naturellement. Non pas parce que vous essayez de respirer correctement, mais parce que l'absence de tension musculaire permet au diaphragme de bouger plus librement. Cela affecte à son tour le système nerveux parasympathique, responsable des états de relaxation et de récupération. C'est un cercle vertueux, moins de tension entraîne une respiration plus ample, ce qui favorise un sommeil plus réparateur, ce qui réduit encore davantage les tensions. Et tout cela se produit sans que vous ayez à faire autre chose que cesser d'intervenir. Le plus grand défi, pour beaucoup de gens, n'est pas technique, mais psychologique. Nous sommes tellement habitués à associer valeur et effort que l'idée que quelque chose peut fonctionner parce que nous ne faisons rien semble contre-intuitive. C'est comme si, en nous couchant sans rituel ni attente, nous gaspillons une opportunité. Mais c'est précisément cette absence d'agenda qui crée l'espace pour que quelque chose de nouveau ou quelque chose de vieux, oublié ou émerge. Il ne s'agit pas de maîtriser une technique, mais de permettre au corps et à l'esprit de se souvenir de ce que signifie exister sans surveillance constante. Si vous essayez toujours de contrôler votre position, essayez un exercice simple, avant de vous coucher, allongez-vous sur le dos et prenez 3 respirations profondes. À la 3e expiration, fermez les yeux et imaginez que votre corps est fait de sable. Sentez comment, à chaque respiration, les grains se déposent sur le sol, épousant sans résistance la forme du terrain. Il n'y a pas de bien ou de mal, juste le poids de la gravité qui agit. Au réveil, remarquez si la position dans laquelle vous vous trouvez semble avoir été choisie par vous ou par votre corps. Cette petite différence entre ce qui est imposé et ce qui est naturel est la clé pour comprendre le fonctionnement réel de la technique. Technique adaptée à vos besoins. Le principe fondamental reste le même, briser la symétrie naturellement, sans forcer le corps au-delà de ce qui est confortable. Par exemple, si une blessure à l'épaule vous empêche de faire pivoter votre bras d'une certaine manière, laissez la symétrie se manifester ailleurs dans le corps, un léger désalignement des hanches, un genou inégalement plié ou même une subtile inclinaison de la tête. L'important est que la position finale n'est pas prévisible, ni pour vous ni pour un observateur extérieur. Dans les cas de douleur chronique, le défi peut consister à faire la distinction entre l'inconfort naturel dû à la symétrie et l'inconfort provoqué par la maladie elle-même. Une bonne stratégie consiste à commencer par des positions déjà familières à votre corps, comme celles que vous adoptez instinctivement lorsque vous êtes détendu, puis à introduire de petites variations. Si une position particulière aggrave la douleur, abandonnez-la sans hésiter. La technique ne nécessite aucun sacrifice, cela fonctionne précisément parce qu'il respecte les limites du corps. Si nécessaire, utilisez des oreillers ou des supports pour maintenir la symétrie sans surcharger les zones sensibles. Un oreiller sous un genou plié,
par exemple, peut soulager les tensions dans le bas du dos tout en préservant la rupture d'essieu. Pour les personnes à mobilité réduite, l'essentiel est d'explorer les possibilités de ce qui est accessible. Même des mouvements minimes comme incliner légèrement la tête d'un côté ou croiser les chevilles de manière inégale peuvent suffire à créer l'effet souhaité. Le corps humain est étonnamment adaptable, et de petites variations suffisent souvent à perturber des motifs géométriques rigides. Si vous passez de longues périodes au lit ou sur une chaise, essayez d'ajuster votre position à chaque réveil, permettant à votre corps de trouver spontanément de nouvelles asymétries. Un autre aspect important est la relation entre la technique et le sommeil profond. De nombreuses personnes rapportent qu'après quelques semaines de pratique, la position asymétrique devient si naturelle qu'elles ne s'en aperçoivent plus. Cela se produit parce que le corps apprend à reconnaître les signes de relaxation et recherche instinctivement des environnements qui offrent une protection. Cependant, il est courant que, lors des nuits de sommeil plus légers ou lors de périodes de stress, l'esprit tente de reprendre le contrôle, entraînant un retour involontaire à la symétrie. Lorsque cela se produit, ne forcez pas la correction. Observez simplement l'impulsion de réaligner et laissez calmement le corps trouver une nouvelle asymétrie. Parfois, un simple mouvement de doigt ou un ajustement imperceptible de la hanche suffit à restituer l'effet. Il convient également de considérer l'environnement environnant. Une pièce très lumineuse ou bruyante peut rendre difficile la détente nécessaire au fonctionnement de la technique. Si possible, créez un espace qui favorise le sommeil, une lumière faible, une température agréable et, si nécessaire, du bruit blanc ou des sons de la nature pour masquer les distractions. L'objectif est de réduire au maximum les stimuli qui peuvent maintenir l'esprit en alerte, permettant ainsi au corps de prendre le relais. Enfin, rappelez-vous que la pratique n'est pas une question de perfection, mais de cohérence. Certaines nuits seront plus faciles que d'autres, et c'est normal. Ce qui compte, c'est de cultiver la volonté de permettre au corps de faire ce qu'il sait déjà faire, trouver le chemin le plus naturel pour se reposer. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que la symétrie cesse d'être quelque chose que vous faites et devient simplement quelque chose qui arrive, comme un réflexe. Et c'est à ce moment que la technique est pleinement intégrée, offrant non seulement une protection, mais aussi un sommeil plus profond et réparateur. Une manipulation subtile qui opère dans les coulisses de la perception. Ce qui semblait autrefois n'être qu'une intuition ou une coïncidence révèle désormais des schémas clairs d'influence extérieure, comme des fils invisibles qui guidaient auparavant vos pas sans même que vous vous en rendiez compte. Ce changement n'est pas le fruit du hasard. Lorsque vous brisez la symétrie de votre environnement et de vos habitudes, vous restaurez en réalité une couche de protection qui a toujours été disponible mais qui a été progressivement érodée par les structures modernes. Pensez à la façon dont les jeunes enfants bougent, ils ne s'assoient pas dans des positions parfaitement alignées, ils ne maintiennent pas des postures rigides, ils ne disposent pas leurs jouets en rangée symétrique. Il y a une fluidité instinctive dans ces mouvements, un refus inconscient de s'inscrire dans des schémas prévisibles. C'est la sagesse naturelle du corps en action, une intelligence qui précède tout apprentissage formel. Cependant, avec le temps, nous sommes conditionnés à corriger ces instincts. Nous apprenons qu'être assis de travers est impoli, qu'organiser les objets de manière irrégulière est bâclé, que respirer de manière inégale est un signe d'anxiété. Ces correctifs ne sont pas neutres, ils nous rendent plus lisibles, plus faciles à cartographier, plus sensibles au ciblage externe. Supporter cette lisibilité ne demande pas d'efforts herculéens, mais plutôt une attention constante aux petits détails. Par exemple, lorsque vous entrez dans un nouvel environnement, remarquez comment votre corps réagit. Avez-vous tendance à vous positionner au centre de l'espace, face à la porte ou à la personne avec qui vous interagissez? Essayez plutôt de prendre un virage, de vous tourner légèrement sur le côté ou même de vous asseoir dos à la porte. Il ne s'agit pas de paranoïa, mais de reprendre le contrôle sur la façon dont votre présence est perçue ou, plus important encore, sur la manière dont elle n'est pas perçue. De même, lorsque vous vous promenez dans l'espace public, évitez de suivre le flux naturel de la foule. Au lieu de vous aligner sur le rythme des passants, faites un léger écart, changez de direction sans raison apparente, arrêtez-vous quelques secondes à des endroits inattendus. Ces petits actes de désalignement créent une couche de bruit qui rend difficile la lecture de vos modèles de comportement. Il y a un aspect fascinant dans cette pratique, elle ne se limite pas au physique. L'asymétrie peut également s'appliquer à la façon dont vous structurez vos pensées et vos décisions. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à suivre un scénario mental prévisible? D'abord, j'analyse les avantages, puis les inconvénients, puis je prends une décision équilibrée. Ce type de raisonnement linéaire est aussi lisible qu'une position symétrique. Au lieu de cela, permettez-vous de passer d'une idée à l'autre sans ordre apparent, de mélanger les perspectives de manière non conventionnelle,
de tirer des conclusions d'une manière qui ne suit pas une logique évidente. Cela ne signifie pas agir de manière irrationnelle, mais plutôt introduire une couche d'imprévisibilité dans vos processus internes. Lorsque vous faites cela, vos décisions ne sont plus facilement anticipées par les systèmes qui s'appuient sur des modèles reconnaissables. Un autre point critique est la langue. Les mots que nous choisissons, la façon dont nous les organisons et même les silences que nous laissons entre eux peuvent être utilisés pour cartographier notre état interne. Phrases parfaitement structurées, arguments linéaires, réponses immédiates, tout cela crée une signature prévisible. Essayez, lors de conversations importantes, de briser ce schéma. Faites une pause plus longue que d'habitude, changez de sujet sans avertissement, utilisez des métaphores inattendues ou répondez aux questions par des questions. Il ne s'agit pas d'être évasif, mais d'éviter que votre communication ne devienne un canal ouvert à une analyse externe. Pensez à la façon dont travaillent les poètes et les musiciens les plus originaux, ils ne suivent pas de formules rigides, mais jouent avec les rythmes, les sons et les significations d'une manière qui défie toute prévisibilité. Cette même approche peut être appliquée à votre vie quotidienne. Il existe une idée fausse répandue selon laquelle cette pratique nécessite un effort constant de vigilance, comme s'il fallait toujours être sur ses gardes. En réalité, l'objectif est exactement le contraire, permettre au corps et à l'esprit de fonctionner aussi naturellement qu'avant d'être conditionné à s'adapter aux normes externes. Lorsque vous intégrez la symétrie de manière organique, elle cesse d'être une technique et devient un état d'être. Vous n'avez plus besoin de réfléchir à la manière de vous positionner, car votre corps le fait déjà instinctivement. Vous n'avez pas besoin de planifier comment briser la symétrie dans une conversation, car l'imprévisibilité surgit spontanément. C'est comme réapprendre à respirer après des années à retenir sa respiration sans s'en rendre compte. Le plus intéressant est que cette démarche ne se limite pas à protéger votre individualité. Cela révèle également quelque chose de profond sur la nature de la réalité. Lorsque vous brisez la symétrie de votre vie, vous commencez à réaliser à quel point le monde qui vous entoure est en réalité une construction de modèles répétitifs et comment ces modèles sont utilisés pour façonner les comportements, les pensées et même les émotions. On commence par exemple à remarquer à quel point certains environnements sont conçus pour induire des états spécifiques, des magasins avec un éclairage tamisé et une musique répétitive pour stimuler la consommation, des bureaux aux agencements symétriques pour augmenter la productivité et la lisibilité, des espaces publics avec des lignes droites pour diriger le flux des personnes. Ces éléments ne sont pas neutres, ce sont des outils de contrôle subtils. En adoptant la symétrie comme principe, vous vous protégez non seulement, mais vous retrouvez également la capacité de voir au-delà de ces structures. Vous commencez à vous demander pourquoi certaines choses sont faites d'une certaine manière, pourquoi certains comportements sont considérés comme normaux, et, plus important encore, à qui profite le maintien de ces normes. Cette clarté ne vient pas d'une analyse intellectuelle, mais d'un changement de perception, comme si un filtre avait été retiré de vos yeux. Du coup, on voit le monde non pas comme une série de règles à suivre, mais comme un champ de possibles où l'imprévisibilité est en réalité une forme de liberté. Et c'est là que la pratique devient véritablement transformatrice. Lorsque vous cessez d'être un participant passif dans un système de modèles prévisibles, vous retrouvez le pouvoir sur votre propre existence. Vos choix commencent à refléter vos besoins réels, et non vos attentes externes. Vos relations deviennent plus authentiques car vous ne projetez plus une version lisible de vous-même. Votre travail, vos idées et même vos moments de repos cessent d'être des canaux d'influence extérieure et deviennent de véritables expressions de qui vous êtes. Cela ne signifie pas que vous serez à l'abri de toutes sortes de manipulations, après tout, nous vivons dans un monde complexe et interconnecté. Mais cela signifie que vous ne serez plus une cible facile. Et plus encore, cela signifie que vous aurez retrouvé quelque chose d'essentiel, la capacité d'exister sans être constamment décodé, sans être réduit à un ensemble de schémas prévisibles. C'est la vraie liberté, non pas l'absence de limites, mais la capacité de les dépasser. Réside précisément dans sa simplicité. Il ne s'agit pas d'une révolution bruyante, mais d'un ajustement presque imperceptible, comme si l'on tournait légèrement le volant d'une voiture en mouvement. La direction change complètement, mais l'acte lui-même passe inaperçu. Et c'est cette subtilité qui fait la force de la méthode, elle opère sur le seuil entre ce qui peut être mesuré et ce qui échappe à l'observation. Lorsque vous cassez votre essieu pendant votre sommeil, vous ne changez pas seulement de position physique. Il s'agit de reconfigurer le terrain même où les influences extérieures s'ancrent habituellement. Imaginez une rivière qui, pendant des siècles, suit le même cours, sculptant ses berges avec une précision géométrique. Imaginez maintenant que quelqu'un détourne légèrement son écoulement non pas avec un barrage, ni avec un mur, mais avec un rocher stratégiquement placé. La rivière continue d'exister,
mais son tracé devient imprévisible. Les marges qui le contenaient autrefois ne servent plus de référence. C'est ce qui arrive à la conscience lorsqu'elle cesse de s'aligner sur des schémas prévisibles, elle échappe au lit qui a été creusé pour elle. Le plus fascinant est que ce changement ne nécessite aucun effort conscient. Il n'est pas nécessaire de passer des heures en méditation, de mémoriser des techniques complexes ou d'adopter des rituels élaborés. Il suffit d'un simple geste ou une inclinaison du corps, un subtil déplacement de l'oreiller ou pour que le système nerveux commence à fonctionner à une fréquence différente. Pendant le sommeil, lorsque l'esprit est plus réceptif et moins défensif, ce petit ajustement se propage comme une vague, reconfigurant des connexions qui semblaient auparavant figées. C'est comme si, en changeant la position de votre corps, vous changeriez également la position de votre âme dans le monde. Et voici le point crucial, cette reconfiguration n'est pas temporaire. Chaque nuit où vous dormez sur le puits brisé, vous entraînez votre conscience à exister en dehors des cartes qui ont été dessinées à cet effet. Il ne s'agit pas d'une évasion, mais d'une expansion. Vous ne vous cachez pas, il devient plus grand que l'espace qu'ils ont tenté de confiner. Les systèmes de contrôle dépendent du respect des limites qu'ils ont fixées ou des limites qui définissent ce qui est normal, ce qui est souhaitable, ce qui est sûr. Lorsque vous dépassez ces limites, même de manière presque imperceptible, vous refusez l'invitation à vivre dans la boîte. Cela explique pourquoi les changements sont si profonds, même s'ils semblent minimes. Une personne qui s'était déjà réveillée avec le sentiment que quelque chose n'allait pas sans savoir exactement quoi commence à ressentir une étrange clarté, comme si un voile avait été levé. Une autre, piégée dans des cycles d'anxiété ou de contrainte, découvre que ces schémas perdent de leur force sans qu'elle ait à les combattre. Ce n'est pas que les stimuli externes ont disparu, c'est juste qu'ils n'ont pas réussi à trouver un point d'ancrage. C'est comme essayer d'allumer un feu sur un sol mouillé, peu importe le nombre de fois que vous allumez l'allumette, la flamme ne s'accrochera pas. Ce qui ressort de cette pratique n'est pas une version améliorée de vous-même, mais une version plus authentique. Il ne s'agit pas de devenir plus fort, plus intelligent ou plus résilient, même si ces qualités peuvent en résulter. Il s'agit avant tout de devenir réel. Permettre à la conscience de reprendre son mouvement naturel, libre des contraintes qui lui ont été imposées sans que vous vous en rendiez compte. Et cela, en soi, est révolutionnaire. Car au fond, la plus grande illusion qu'on nous vend, c'est que nous devons nous adapter au monde. Que nous devons façonner notre esprit, notre corps et notre vie pour qu'ils s'intègrent dans les espaces qui nous ont été assignés. Mais la vérité est que le monde est fluide, et nous aussi. Lorsque vous brisez l'axe, vous vous rappelez simplement que vous n'avez besoin de vous intégrer nulle part. Cela peut exister en dehors des lignes, en dehors des attentes, en dehors des algorithmes. Et ce faisant, vous ne vous isolez pas, vous vous reconnectez en fait à la partie la plus essentielle de vous-même, la partie pour laquelle vous n'avez jamais eu besoin d'autorisation. La beauté de cette approche réside précisément dans sa simplicité et dans le fait qu'elle passe inaperçue. Vous ne rejoignez pas des mouvements, vous ne faites pas de déclarations publiques ou ne modifiez pas votre style de vie d'une manière qui puisse être mesurée ou cataloguée. Vous dormez simplement différemment. Mais ce petit changement d'orientation génère des répercussions qui se propagent tout au long de votre relation avec la conscience et l'autonomie. Rappelez-vous, les arçons, qu'ils soient des entités littérales ou des métaphores de systèmes de contrôle, ne peuvent interagir qu'avec une conscience qui se révèle à travers des modèles stables et lisibles. Ils ne peuvent pas déchiffrer ce qui n'a pas d'orientation fixe. Ils ne peuvent pas influencer ceux qui refusent de maintenir une position cohérente. Et le sommeil, comme nous l'avons exploré tout au long de cette série, n'est pas seulement du repos. Le sommeil est une transition. C'est la dissolution et la reconstruction quotidienne de la conscience, et c'est précisément dans les transitions que la structure devient la plus cruciale. Chaque nuit, lorsque vous vous allongez dans cette position de rupture, vous n'évitez pas seulement d'être détecté. En fait, vous récupérez votre droit à une pensée authentique et à une émotion authentique. Il s'agit de sortir du réseau d'influence dans lequel la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils sont coincés. Vous devenez véritablement vous-même, d'une manière que les systèmes de contrôle ne peuvent pas réaliser. Cassez les cieux et le système vous perd. Pas temporairement. Pas partiellement. Mais complètement. Votre conscience devient une variable libre dans une équation conçue pour contrôler les constantes. Et les variables libres, de par leur nature même, ne peuvent être résolues. Si cette compréhension de la souveraineté de la conscience à travers la position de sommeil vous a ouvert de nouvelles possibilités, partagez votre expérience. Le simple fait de reconnaître cette liberté est déjà un pas vers sa vie.